Chers amis, bonjour, bienvenue, merci d'être avec nous. Pour certains, j'ai envie de dire encore une fois, et cette fidélité fait chaud au cœur. Pour d'autres, j'ai envie de dire bienvenue deux fois. Hein, le Cantal, c'est pas comme le Nord, hein, c'est pas on pleure en arrivant, on pleure en partant. Non, c'est on pleure pas du tout, sauf quand on part en fait. On pleure qu'une fois. Donc bienvenue à toutes et tous pour cette 18e édition de Ruralytique. Peut-être, comme on disait avec Indochine, peut-être l'album de la maturité, j'en sais rien, en tout cas celui de la majorité, et donc de la responsabilité qui va avec. Et cette responsabilité, on l'a voulu cette année avec les membres du comité de pilotage environnemental. Alors, on verra que, mais pas que, parce que ce qu'il y a derrière, c'est cette notion de développement durable qui est importante. Mais au moment où effectivement on a une belle augmentation des prix de l'énergie, au moment où les effets du réchauffement climatique semblent de plus en plus nets et impactants, et au moment où les collectivités et les maires notamment sont les tiers de confiance les plus appréciés des Français, et au moment où la ruralité, finalement, avec ses multiples qualités, semble au cœur de cette équation, il nous semblait nécessaire, voire urgent, de mettre en relation la transition numérique et la transition écologique. Donc aujourd'hui, demain et après-demain, nous évoquerons à la fois les promesses du numérique, ce qu'il peut faire, et de manière très concrète, hein, pour favoriser la transition écologique des territoires, mais on apportera aussi des éléments de vigilance, hein, parce qu'aujourd'hui, le numérique, c'est quand même déjà 4% de l'énergie consommée dans le monde. Alors voilà, il ne s'agit pas de remplacer une inflation par une autre, et la sobriété et la vigilance seront, je dirais, à l'ordre du jour. Voilà, ce sont les sujets que nous allons aborder pour commencer avec nos intervenants de la première table ronde, intitulée Territoire en transition, les promesses vertes de numérique. Et donc j'invite à nous rejoindre au plateau Bruno Faure, donc, qui est président du conseil départemental du Cantal, conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, délégué au territoire de l'Auvergne et président d'Auvergne Numérique. Merci Bruno. Pierre Matonnier, qui est le maire d'Aurillac et président de la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac. Cyril Cotona, qui est membre du conseil d'administration de l'AMRF et président des maires ruraux du Gers, et également maire de la Dévèze-Rivière. Bernard Delcros, président du Parlement rural français et sénateur du Cantal, sous vos applaudissements. Antoine Darod, qui est directeur du département investissement transition numérique de Caisse des dépôts. Et Nicolas Guérin, qui est donc président de la Fédération française des télécoms. Voilà, donc pour notre photographe et pour les photos, je vais d'abord vous demander de retirer vos badges et de les poser devant vous. Voilà, pour ceux qui en ont. Et d'aborder donc ce sujet qui effectivement nous tient à cœur, qui sont ces promesses vertes du numérique. Donc la liberté de ton, vous la connaissez à Ruralytique, la liberté de parole et aussi la liberté de l'angle que vous choisirez d'associer à ça. Ce qui nous intéresse, c'est votre vision, hein. En tant qu'élu, en tant que parlementaire, en tant que représentant des grands opérateurs, en tant qu'investisseur avisé et durable, c'est comment vous articulez ces deux transitions. Et donc, on va commencer par Bruno Faure, qui va peut-être d'abord nous faire part de son mot de bienvenue, et puis également nous dire un mot de la part du président de région, et puis ensuite, voilà, nous dire, témoigner de la manière dont lui souhaite articuler ou voit s'articuler ces deux transitions. Voilà, mais écoutez, tout d'abord, bienvenue dans le Cantal pour cette nouvelle édition de Ruralytique, hein. C'est véritablement un rendez-vous aujourd'hui incontournable du numérique dans la ruralité, de l'ensemble de ces acteurs. Puis je crois que chaque année, on démontre effectivement que la ruralité est moderne et largement investie effectivement dans le développement du numérique avec tous les usages, puisqu'à chaque édition, on a des thématiques particulières et Dieu sait que celle-ci aujourd'hui est médiatique ou dans le sens du temps. Alors c'est vrai que le numérique c'est important, ça a été dit lorsqu'on a visité l'ensemble des stands par Isabelle Masbeuf. Hein, c'est vrai qu'au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a une volonté du président, bien évidemment, de couvrir l'ensemble des habitants
pour avoir une desserte numérique. C'est vrai que sur la région Auvergne, on avait démarré l'opération voilà bien quelques années avant la fusion des régions, hein, puisqu'on en parlait ce matin. Ça fait 10 ans, c'était en 2013 où on avait commencé à engager une opération sur le très haut débit, le déploiement de la fibre. Une première étape a été franchie, hein, puisque aujourd'hui on est arrivé quasiment à 92% de fibré ou de raccordable à la demande au niveau de la région, et on vient d'ailleurs de lancer la quatrième tranche, enfin tout du moins les offres, et puis de valider le futur constructeur, puisque ce sera sous maîtrise d'ouvrage de la régie, et puis c'est donc NGE qui a été retenu pour poursuivre ce travail, d'où effectivement ça illustre bien la volonté de la région Auvergne-Rhône-Alpes de déployer la fibre sur l'ensemble du territoire pour une question de développement, une question d'équité aussi, puisque bien évidemment, on s'adresse là sur les territoires ruraux, les plus ruraux d'entre eux. Alors pour revenir sur la thématique, c'est vrai qu'au niveau du département du Cantal, le numérique, l'approche du numérique, on va dire, ça date quasiment de 98. Ça fait 25 ans où on s'était intéressé. C'était le président Bess à l'époque qui avait dit mais il est important de pouvoir donner un accès à tout Cantalien sur l'ensemble des communes. Donc on avait équipé toutes les communes d'un accès qui était ouvert à l'ensemble de la population. Et puis après, sur des départements très ruraux tels que les nôtres, la première difficulté que nous avons, c'est la mobilité. C'est la mobilité, il faut arriver à se déplacer. Alors, si je dis ça, c'est que le déplacement, bien en ruralité, c'est sa voiture. Sa voiture, et effectivement, les déplacements contribuent largement à l'émission de gaz à effet de serre, l'éloignement du service, etc. Et là, c'était sous la présidence de mon prédécesseur, Vincent Descoeurs, c'était l'idée de dire, ben, voilà, il faut qu'on arrive à limiter ces déplacements pour apporter des services à la population. Et puis, on a développé une action sur la télémédecine. Hein, donc l'idée, c'était bien évidemment, on n'y va jamais sur l'entrée environnementale en premier lieu, on y va bien sûr sur le service à la population, et notamment on a équipé des établissements, des EHPAD de chariots de téléconsultation qui permettaient bien évidemment d'apporter le service, le diagnostic au plus près, et puis qui limitait bien évidemment les déplacements. On l'a vu tout à l'heure, c'est avec aussi notre bus cybercantal, Maison France Service, là aussi, c'est pour limiter, c'est aller servir des services à la population, et ça permet de limiter effectivement les déplacements. C'est toujours effectivement induit. Et puis, c'est tout ce que l'on peut faire sur les plateformes dématérialisées que l'on a. Ça évite le papier, ça évite effectivement tout ça. Mais ceci dit, ça nécessite aussi une certaine culture auprès des utilisateurs qui n'est pas franchement évidente. J'imagine que vous êtes comme moi, vous avez des boîtes mail qui débordent. On s'envoie des mails pour tout et n'importe quoi. C'est vrai que tout ce numérique consomme aussi de l'énergie. Voilà, donc c'est tout un travail effectivement qui est à réaliser à ce niveau-là. En tout état de cause, sur le département du Cantal, il y avait cette volonté de dire l'éloignement, c'est une contrainte, comment peut-on le limiter? On pourrait parler du télétravail en se disant est-ce que l'on peut télétravailler effectivement à partir du Cantal, parce on a une difficulté démographique que l'on essaie de surmonter. Et donc, on s'était dit, il était plus facile d'attirer des télétravailleurs dans le Cantal qu'une entreprise de 100 salariés, parce qu'il y a des contraintes économiques différentes, d'éloignement ou autres. Donc, on a axé effectivement aussi le déploiement du numérique et des infrastructures. Hein. C'est pour ça on s'est mobilisé tout de suite sur ces infrastructures, de manière à dire il faut qu'en tout point du Cantal, effectivement, on soit en capacité d'offrir ces infrastructures aux Cantaliens et à ceux qui nous rejoindraient pour pouvoir exercer une activité. Et puis ensuite, on y raccroche l'ensemble, j'allais dire, des services à la population, au monde associatif ou autre. Et donc, lorsqu'on additionne l'ensemble de ces services, effectivement, et lorsqu'on fait un bilan utilisation du numérique, forcément, il est favorable. Et même lorsqu'on fait celui-ci au niveau environnemental, bien évidemment, il est favorable, mais il convient, dans un premier temps, déjà d'avoir les infrastructures, d'avoir les outils, et ensuite de rationaliser leur utilisation. Merci, c'est très clair. Merci Bruno Faure. Oui, effectivement, depuis 25 ans, le territoire du Cantal creuse ce sillon de l'articulation entre sa valeur, sa qualité environnementale,
territoire ouvert, hein, Aurillac, une ville à la campagne, Pierre Matonnier, et puis cette transformation numérique à travers Cybercantal. Donc, c'est aussi pour ça que c'est un sujet qui nous tenait à cœur. Pierre Matonnier, maire d'Aurillac et président de la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac, ville à la campagne, un territoire vert, un équilibre parfois fragile. Comment vous la voyez, cette articulation entre la transition numérique et l'écologie? Alors, tout d'abord, je vais vous souhaiter la bienvenue en tant que maire d'Aurillac et président de la CABA. Donc, merci d'être présent à Ruralytique. Vous allez voir Aurillac sur un jour beaucoup plus calme que la semaine dernière. Donc, profitez de cette situation d'une ville à la campagne. Et pour la petite histoire, la ville d'Aurillac, c'est 26 000 habitants sur un département qui fait 145 000 à peu près. Donc, vous voyez, c'est vraiment très dilué sur le territoire avec un nombre d'habitants au kilomètre carré qui fait que on est vraiment une ville à la campagne. Simplement, oui, plusieurs choses. D'abord, sur le numérique, l'importance du numérique pour cette transition durable, hein, vers une économie plus durable. Eh bien, un des sujets qui est important pour un territoire comme Aurillac, c'est d'avoir une médiation et surtout une appropriation par les habitants de cet outil numérique. Donc, plusieurs choses ont été mises en place, hein. Un EPN qu'on a vu dans une précédente édition de Ruralytique, un établissement pour recevoir pour la participation numérique, hein. C'est un poste qui nous permet que les citoyens qui sont éloignés du numérique puissent avoir une formation, une médiation, et que des éducateurs, enfin des assistants puissent les accompagner dans les démarches. Alors, c'est un EPN qu'on veut très inclusif, puisqu'il est ouvert aux personnes porteurs de handicap avec des équipements qui permettent que les aveugles, les sourds puissent utiliser le numérique et se former et avoir des outils performants pour justement être dans l'inclusion et pouvoir participer à cette révolution numérique que tout le monde appelle de ses voeux, mais qui porte des contraintes en soi et surtout à avoir besoin de formation. Et le deuxième sujet, c'était un axe important pour que justement ce développement durable soit bien approprié, c'est la participation citoyenne. Et avec Vanessa Bonnefoy, qui est mon adjointe à la démocratie participative, nous avons mis en place cette année un outil collaboratif qui nous permet d'avoir en direct des thèmes qui sont développés. Alors, le premier thème, c'était l'extinction des lumières la nuit. Alors, ce n'est pas un thème très novateur. Pour autant, il y a des questions pour que les citoyens puissent donner leur avis. Il y a des problèmes qui sont liés, on est quand même une ville, donc les heures d'éclairage, les heures de fermeture, pour ou contre cette extinction des feux, etc. Donc c'était un sujet qui est plutôt consensuel dans la population, mais qui nécessite qu'on aussi sollicite leur avis pour savoir si les heures sont les plus pertinentes, s'il ne faut pas faire évoluer les choses. Et puis il y a eu un deuxième sujet, un peu plus polémique, de façon à pouvoir solliciter bien un peu plus de participation sur la propreté urbaine, avec des questions qui essaient de cerner au plus près pour que les citoyens puissent s'exprimer en direct et faire des propositions, parce qu'il y a à la fois des questions ouvertes et des questions fermées. Donc, ça nous permet d'avoir une photographie, médiatiser un problème auprès des citoyens et obtenir des statistiques qui permettent d'appuyer notre action politique. Et ça, par rapport au développement durable, eh bien, ça permet de réenchanter la politique et surtout que les citoyens ne considèrent pas que c'est un sujet extérieur à leur vie, mais bien que la vie de la cité les concerne directement et qu'ils puissent proposer par ces outils numériques leur vision et leurs propositions. Donc voilà, sur ce sujet, ce que je souhaitais en dire, et ça fonctionne bien. Nous progressons. Alors, c'est pas les réseaux sociaux, hein, on ne peut pas se masquer. Il y a une procédure d'inscription, et nous avions, sur le premier sondage, 120 participants. Le deuxième sondage était de 184 participants, donc on progresse. Et je pense que plus on aura des questions attractives et plus les gens voudront participer, eh bien plus on aura une démocratie directe qui pourra s'exprimer avec
des citoyens qui pourront proposer des solutions et puis aussi donner leur avis sur les projets. Merci Pierre Matonnier. Et effectivement, on rappelle que dans la définition du rapport Brundtland du développement durable, il y a l'économique, le social, l'écologique, mais le grand chapeau de tout ça, c'est effectivement la gouvernance partagée et la participation citoyenne qui rend finalement les habitants co-acteurs de leur avenir et de celui de leurs enfants. Et c'est bien de ça qu'on parle. Merci Pierre Matonnier. Cyril Cotonna, côté AMRF. Donc la MRF, elle est depuis toujours avec nous ici à Ruralitique, engagée dans la voie du numérique. Elle voyait un temps les réseaux s'allumer, j'ai rien à faire, normalement. En voyant dans les réseaux très haut débit les autoroutes de l'exode urbain et l'écologie. Alors aujourd'hui, comment, côté AMRF, et vous-même, en tant que maire et président de l'Association des maires ruraux du Gers, vous voyez cette articulation entre le numérique et l'écologique? Oui, tout d'abord, merci, merci pour l'invitation. Ça fait un plaisir de revenir pour la 3e année dans ce beau département du Cantal. Un peu plus vallonné, il y a un peu plus de montagnes un peu plus frais que le Gers, mais finalement, on n'est pas très éloigné. Alors, pour débuter, d'abord, un postulat. Postulat, parce que le numérique, finalement, c'est une branche, si je peux me permettre, du progrès. Et qu'est-ce que le progrès dans sa définition? C'est avant tout améliorer la vie de l'humain, améliorer la vie des citoyens. À partir de là, effectivement, aujourd'hui, on a développé des autoroutes. La plupart des territoires ruraux sont fibrés ou sont en cours de travail grâce à l'implication surtout des acteurs publics. Effectivement. Et derrière, qu'est-ce que l'on fait? Alors effectivement, sur des territoires ruraux comme les nôtres, très important, et puisqu'on a une société qui évolue aussi, des nouveaux métiers qui arrivent, de pouvoir offrir eh bien, des conditions de vie avantageuses pour essentiellement télétravailler ou voir des nouveaux métiers qui peuvent émerger grâce à l'outil numérique. L'écologie dans tout cela. Dans tout cela, il faut aussi savoir finalement mutualiser les systèmes d'information, mutualiser un certain nombre de pratiques, savoir travailler ensemble, que ce soit des collectivités rurales, communes comme les nôtres, mais également avec des plus grosses collectivités. Je pense notamment au département, où il y a eu des choses qui sont faites dans certains départements. Même si je prends l'exemple du département du Gers, nous avons mis en place un syndicat mixte avec les communes, les communautés de communes et le département pour déployer la fibre optique, aujourd'hui qui est en cours de fin. Et derrière, on a mis en place un pôle d'usage numérique qui, au travers des communautés de communes, permettent aux communes d'acquérir un certain nombre d'outils. Donc, essayer de finalement mutualiser au niveau des outils et donc des pratiques, de mettre en place prochainement, il y aura un data center donc départemental qui sera mis en place et qui permettra donc à ces communes qui finalement ont très peu d'abord d'outils, également de compétences en termes numériques, de pouvoir sauvegarder leurs données. Et puis au niveau AMRF, il y a eu un gros travail fait cette année au titre du grand atelier de la transition écologique. Donc une centaine de collègues élus maires et élus ruraux se sont réunis donc à Paris pendant 4 week-ends et on dit, comme notre président l'a très bien dit, on phosphorait sur le numérique. Ce qu'il en revient, c'est qu'il faudra d'une part produire, et notamment dans des territoires très ensoleillés, utiliser cette énergie, on va dire solaire, le vent qui est une énergie finalement gratuite, pour pouvoir la réutiliser vu les coûts de l'énergie qui malheureusement, je ne pense pas que l'électricité ne descendront. Mais il faut également, parce que derrière, nos territoires, on va être amenés, territoires ruraux, on va être amenés également, et on le sait très bien, à fournir finalement de l'électricité pour des territoires plus importants, voire urbains, parce qu'on sait très bien que les territoires urbains, de par leur concentration, leur consommation, auront besoin de ces territoires. Derrière, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi. C'est là où, très intéressant, très important, ce qui s'est passé dans le plan, on va dire, dans France Ruralité, qui est l'émergence, la suite du plan France Ruralité, où les aménités écologiques, naturelles, vont être prises en compte. Donc, bien entendu, on reste un rural, on est un peu comme Saint-Thomas,
On attend de voir, effectivement, et c'est très important, parce qu'aujourd'hui, on le voit, un certain nombre au-delà des communes qui sont sollicitées pour mettre en place, alors, je vais prendre l'exemple du département que je connais le mieux, c'est-à-dire le mien, où nous, on n'a pas de souci, on va dire, il n'y aura pas de problématique sur l'implantation d'éoliennes, très compliqué dans le département, et ça sera voire pas du tout dans le département. Par contre, il y a les centrales photovoltaïques, il y a également les méthanisations. Effectivement, et on voit beaucoup dans la filière agricole, notamment, ils sont très sollicités pour l'implantation de centrales photovoltaïques au sol. Donc, il faut arriver à pouvoir, eh bien, à être demain, nous, territoire producteur d'électricité, voire, pour aller un peu plus loin, proposer finalement à nos administrés de forme d'abonnement comme il se fait parfois, de pouvoir prétendre à cette énergie, d'être capable aussi de produire de l'électricité pour les territoires urbains parce qu'ils en ont besoin. Finalement, la ruralité a aussi besoin des urbains et vice-versa. Les urbains ont vraiment besoin de la ruralité. On le voit, nous, avec la métropole toulousaine, et la métropole paloise et également bordelaise. Mais il faut vraiment arriver à bien aménager notre territoire et être consensueux. Et le dernier point, je dirais que grâce aux outils numériques, c'est de pouvoir développer finalement et de mettre en place une sorte de supervision pour nos bâtiments, pour la production d'énergie, la quantité qu'on a besoin, comment utiliser le mieux l'éclairage public, les bâtiments publics, avec toutes les activités. Voilà un peu, je crois que ce sont de gros défis qui nous attendent, qui sont là, hein, qui arrivent très vite, mais en tout cas, au niveau des maires ruraux, nous sommes prêts. Et ce grand atelier des maires ruraux qui s'est tenu donc sur 4 week-ends, est-ce que vous avez eu un retour un peu d'une prise de conscience ou peut-être de surprise qu'ont pu rencontrer les maires ruraux qui ont été frottés à cette notion? Et puis la question derrière, c'est il y a 10 000 maires à la MRF. Donc 12 000. Donc vous allez continuer. Déjà, il va y avoir un point qui va être présenté lors du congrès à la fin du mois de septembre. C'est où cette année? Et dans l'Isère. Dans l'Isère. Ouais. Oui, il y a une prise de conscience, effectivement. On sait très bien qu'on a un potentiel et que c'est à nous, acteurs publics, de savoir ce que l'on veut pour notre territoire. Voilà. Conscience aussi que finalement, on est quand même dans une société du numérique, donc très électrique, en termes énergie. Et donc, derrière, il faut arriver à pouvoir produire de l'énergie verte en complément de l'énergie nucléaire, parce que finalement, on utilise cette énergie-là, savoir, pour pouvoir faire fonctionner tous nos équipements. Et puis, c'est vrai que je rebondis sur ce que dit le président Fort, il y a le souci, comme dans tout département rural, de la mobilité, les derniers kilomètres. Que faire, effectivement, pour là aussi mutualiser au coût de l'énergie fossile, d'une voiture, même d'une voiture électrique, qui a quand même un certain coût. Comment arriver également à développer, on va dire, des moyens de locomotion du 21e siècle et qui répondent aux problématiques de nos administrés. Sacré chantier. Merci beaucoup. Merci Cyril Cotonna. Bernard Delcros, donc président du Parlement rural français, vous articulez d'office effectivement avec la ruralité au milieu cette question de l'écologie et de l'aménagement du territoire dont le numérique pourrait être un outil. Ça a l'air de fonctionner assez bien comme schéma, on s'y retrouve assez bien. Est-ce que vous pouvez nous décrire aujourd'hui comment vous voyez les choses et puis aussi peut-être donner des nouvelles de ce qui se passe dans les autres parlements ruraux en Europe? Mais merci d'abord d'avoir choisi pour thème cette année le lien finalement entre le numérique et l'écologie. C'est un sujet important, le lien il existe, il est réel, je pense même qu'il est appelé à se développer, donc c'est important qu'on puisse explorer ce sujet, en débattre et partager des points de vue sur cette question-là. Alors on peut citer
multitude d'exemples qui démontrent que les outils numériques permettent d'agir plus efficacement en faveur de l'environnement, de la transition énergétique, de la gestion des productions d'énergie ou de consommation et bien d'autres domaines. Et d'ailleurs, on en a eu un bel exemple tout à l'heure sur le stand du Cantal par Stéphanie Paulet sur la gestion d'espaces naturels sensibles, comment les outils numériques, à travers l'observation, à travers la connaissance, à travers la mesure, les bases de données, permettent d'améliorer la connaissance et donc la protection de l'environnement. On peut citer beaucoup d'exemples. Mais moi, je voudrais vraiment me concentrer sur un sujet qui me tient à cœur, ouvrir un autre champ en quelque sorte, qui est, Sébastien, tu l'as rappelé, celui de l'aménagement du territoire. Parce que je suis convaincu que les questions de numérique, d'écologie, de transition énergétique et d'aménagement du territoire sont extrêmement liées, extrêmement liées. Et quand on regarde, si on se projette si on déroule un peu ce qui s'est passé ces quelques décennies, quand on regarde le modèle de société qu'on a développé à partir des années 60, 70, qui sont montés en puissance à partir des années 80, c'était une forme d'aménagement du territoire d'ailleurs. C'était un aménagement du territoire fondé sur la concentration urbaine. Concentration des populations, concentration des emplois, concentration des pouvoirs politiques, accompagné d'une société de consommation poussée à l'extrême. On a même inventé, il fallait le faire, l'obsolescence programmée des appareils de manière à pousser la consommation. Et tout ça dans une mondialisation où, ma foi, de marchandises, où on transporte les marchandises, y compris les produits alimentaires, sur des milliers de kilomètres, tout ça en fermant les yeux sur les émissions de gaz à effet de serre. Voilà le modèle de société qu'on a développé dans les années 80 sans en anticiper les conséquences. Et les conséquences et les résultats, c'est quoi aujourd'hui? C'est des tensions sociales extrêmes, et c'est l'actualité avec les quartiers en milieu urbain, c'est des pollutions concentrées, c'est l'épuisement des ressources naturelles et au final un déséquilibre de notre société. Je le fais vite, mais il faut partir de ça pour bâtir l'avenir. Déséquilibre de notre société sur le plan social, et c'est pas neutre, parce que moi je suis persuadé qu'on ne réussira pas, notamment la transition énergétique, sans l'apaisement social. Donc tension sociale et déséquilibre social, déséquilibre environnemental, déséquilibre de la répartition des populations sur le territoire national. C'est ça le résultat de ce modèle qui a été construit, parce qu'au fil de tout ça, on a finalement laissé au bord de la route les territoires ruraux, abandonnés, je peux dire, les territoires ruraux, alors que ce sont précisément dans ces territoires ruraux qu'on peut trouver une partie des solutions aux enjeux qui sont les nôtres et aux défis que l'on doit relever. Je pense que le rural peut aider à apporter des réponses. Il ne résoudra pas tout, mais il peut apporter des réponses sur les questions de protection de la biodiversité, sur la capture du carbone, sur la souveraineté alimentaire, qui est un enjeu d'indépendance, mais pas seulement. La souveraineté alimentaire, c'est aussi un enjeu environnemental et un enjeu écologique. Et puis, sur cette nécessité de rétablir la cohésion sociale dans le pays. Sans rééquilibrage des populations, on ne résoudra pas la question de la cohésion sociale dans le pays. Donc, je pense qu'il faut qu'on revienne qu'on aille vers un retour de cet équilibre, sur un nouveau modèle de société. Et je pense que la condition pour cela, une condition nécessaire, ça ne sera pas suffisant, c'est vraiment de rééquilibrer les populations sur le territoire national. On ne réussira pas sans cela. Donc c'est un modèle qu'il faut développer à l'inverse de celui qui s'est développé dans les années 80 et avant. Alors vous allez me dire, de toute façon, ce nouveau modèle de société, il ne faut pas se tromper, on y va. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une impasse. Donc de toute façon, c'est inéluctable. On est contraint à cela. Donc, soit on l'anticipe et on l'accompagne pour le réussir, soit on le subit et ça sera très douloureux. Voilà le fond de ma pensée. Et donc, vous allez me dire, mais que vient faire le numérique dans tout ça, en quelque sorte? Le numérique, il permet ce rééquilibrage. Je ne reviens pas sur tous les sujets, on l'a évoqué souvent, y compris ici à Ruralytique. Le numérique, il permet de communiquer avec le monde entier dès lors que les infrastructures sont au rendez-vous, quel que soit l'endroit où on se trouve. Il permet de travailler à distance, de communiquer à distance, il permet d'accéder à des services à distance. Et donc, le numérique permet ce rééquilibrage, il permet finalement de choisir son lieu de vie et son lieu de travail. Et donc, on voit bien à travers ces quelques mots, je le fais rapide, mais on pourrait en débattre longtemps, que les questions d'écologie, les questions d'environnement, les questions de numérique et les questions d'aménagement des territoires sont étroitement liées. C'est la voie que porte le Parlement rural. On agit pour cela. On agit pour que ce lien qui existe entre écologie, transition énergétique, aménagement du territoire et le levier qu'offre le numérique, les possibilités offertes par le numérique pour le permettre, soit vraiment prise en compte, davantage prise en compte dans les politiques publiques. Ça vaut d'ailleurs pour les politiques locales des collectivités. Il faut qu'elles aient les moyens de pouvoir développer cela. Et ça vaut évidemment pour la politique de l'État. C'est le combat que nous menons. Et nous menons un combat pour qu'on investisse dans les territoires ruraux. Alors on nous oppose souvent la rentabilité.
Évidemment, parce qu'on n'est pas nombreux. Forcément, par définition, il y a des faibles densités de population. Mais à la rentabilité de court terme, nous, on oppose un intérêt général, un intérêt supérieur de long terme. Et c'est ça qu'il faut que l'on défende. Et je pense qu'aujourd'hui, ce pari, on peut le gagner, on peut vraiment le réussir. En tous les cas, c'est le combat que nous menons. Cela ne réglera pas tout, mais je pense que c'est une première marche vers un nouveau mode de vie, un nouveau mode de production, un nouveau mode de consommation. Ça nous paraît très important. Voilà, je veux pas aller plus loin. Je pense malgré tout que peu à peu, petit à petit, et je pense que la crise de Covid n'a pas créé le phénomène, mais l'a accéléré, peu à peu, les citoyens s'emparent de ces sujets. Donc je pense que la société, elle est prête, qu'elle se prépare. Et ce qui serait vraiment dommage, c'est que l'action politique ait du retard par rapport à l'évolution sociétale. Donc nous, le combat que nous menons au Parlement rural, c'est de faire en sorte que l'action politique, au contraire, anticipe ces évolutions, anticipe ces nouveaux modes de vie et puisse les permettre, les faciliter et faire en sorte qu'ils se déroulent et qu'ils se mettent en place dans un cadre et un environnement qui soit favorable et non pas subi et contraint. Et dans vos homologues des autres parlements ruraux, il y en a qui vous trouvez qu'ils avancent très bien là-dessus ou... Oui, alors on mène tout ça en lien avec d'autres parlements ruraux à l'échelle de l'Europe. Et d'ailleurs, on a fait un événement qu'on appelait Ruralisons l'Europe. Alors, il y a des initiatives très intéressantes qui sont prises d'ailleurs par certains parlements ruraux en Europe. En Espagne, il y a des initiatives très intéressantes qui ont été prises, dans d'autres pays aussi. Voilà, on est en lien, on travaille sur ces sujets parce que, encore une fois, on ne va pas avoir raison tout seul dans notre coin. Et je pense que de pouvoir, autour de ces quelques idées que nous défendons, de pouvoir partager ça et fédérer à l'échelle d'autres pays européens qui ont aussi des territoires ruraux très importants pour pouvoir porter ces messages et faire évoluer les politiques. Parce qu'il y a les politiques locales, il y a les politiques publiques nationales, il y a les politiques européennes aussi, qui doivent évidemment prendre en compte cette nouvelle donne. Donc évidemment, on travaille avec ces parlements ruraux qui sont plus ou moins avancés sur ces sujets. En tous les cas, je pense que, encore une fois, la bonne voie, la seule voie possible pour s'en sortir, on a construit encore une fois un modèle, excusez-moi d'insister là-dessus, mais c'est vraiment le fond de ma conviction. On a construit, il y a quelques décennies, un modèle de société qui nous amène dans une impasse. Donc, de toute façon, on ne continuera pas comme ça. Donc, essayons ensemble, avec les autres pays de l'Union européenne, avec les autres secteurs ruraux, de nous fédérer pour faire évoluer les politiques publiques et pouvoir préparer cette évolution de nos modes de vie. On est en surchauffe et l'air frais est probablement à la campagne. Merci, merci Monsieur le Sénateur. Antoine Darod, donc au sein de la direction du département investissement transition numérique, vous avez dès le départ cette vision sur le numérique comme levier de développement, notamment économique, il y a plusieurs années, développement territorial également, et puis plus récemment, à travers l'appel à projet de l'État que vous aviez piloté, qui s'appelait Territoires connectés et durables, introduit cette dimension de durabilité, voire effectivement de contribution à la lutte contre le changement climatique. Donc selon vous, aujourd'hui, comment le numérique peut-il contribuer à la transition écologique territoriale? Le fait-il? Les territoires que vous avez labellisés connectés et durables, le font-ils? Et si oui, comment? Alors, on est très heureux de voir Ruralytic consacrer son édition à la transition environnementale, parce que c'est une des priorités affichées et bien déterminées par le groupe Caisse des dépôts. Vous savez, la Caisse des dépôts, depuis plus de 200 ans, on investit avec votre argent, hein, votre épargne notamment, sur les infrastructures essentielles pour que notre pays fasse face aux plus grands défis. Au XIXe siècle, il a fallu investir dans les différentes voies de communication pour irriguer le dynamisme et les bénéfices de la révolution industrielle, que ce soit dans les voies navigables, dans les voies ferrées, dans les routes. Lors du grand défi post-Deuxième Guerre mondiale du logement, face à l'augmentation de la population, on a investi très massivement dans le logement. C'est vrai que là, il y a un nouveau défi majeur qui vient pour les prochaines décennies, hein, c'est pas une question de quelques années, qui est la transition environnementale, et on a bien l'intention de mobiliser les ressources de la nation qui sont à notre disposition pour investir dans des solutions qui vont permettre aux acteurs de territoire, et notamment aux collectivités, de faire face à ces défis qui sont colossaux. Alors, on investit, par exemple, dans des solutions telles que d'énergie renouvelable. On co-investit avec des grands acteurs et des collectivités sur des champs photovoltaïques,
sur de l'éolien. On investit aussi beaucoup dans des solutions de mobilité durable pour, là aussi, répondre à ces besoins de la révolution, enfin, de cette transition environnementale. Mais on est convaincu que l'investissement dans la transition numérique, c'est finalement investir dans un outil indispensable, voire clé, de la transition environnementale. C'est-à-dire que le numérique, de notre point de vue, aujourd'hui trouve pleinement son sens dans l'utilité qu'il peut avoir pour réussir les défis de la transition environnementale. Parfois, on s'est posé, d'ailleurs à juste titre, les questions dans les dernières années de se demander finalement, est-ce qu'on ne faisait pas du numérique pour du numérique? Il n'y avait pas un peu de solutionnisme technologique à toujours faire des nouveaux trucs qui ne servaient pas à grand-chose? Et au fond, on est en train de réaliser que le numérique, l'appréhension de cette data, la manière de gérer cette data, en fait, ça va nous permettre de construire, de développer des outils qui vont peut-être nous permettre de dépasser ces objectifs et ces défis colossaux de la transition numérique. Alors, on investit, par exemple, dans tout ce des solutions d'appréhension de la donnée territoriale. Parce que pour avoir une action efficace sur la transition environnementale, il faut une connaissance très précise de son territoire, des petits mouvements, des micro-mouvements. Et donc, on investit dans des solutions qui permettent d'avoir une connaissance très fine, un croisement très fin des données territoriales. On investit par exemple dans une société comme Namer, on investit comme une société comme Open Datasoft. On a co-investi dans un projet ensemble avec Orange sur Hexadone pour que les collectivités puissent avoir une solution parmi d'autres, mais de justement maîtrise, d'appréhension de leurs données, notamment pour des questions de faire face aux défis de la transition environnementale. On investit aussi dans des solutions. Alors, à ce stade, c'est très early stage, on est au début. Mais par exemple, on a investi avec Octave Klaba, le patron d'OVH, dans une solution sur Shadow qui envisage du PC dans le cloud. En clair, plutôt que d'avoir chacun sa petite machine, son petit ordinateur avec plein de composants qui viennent du bout de la planète, qu'on renouvelle tous les 3-4 ans, et notamment, je pense, quand on équipe des collégiens ou des lycéens de centaines de milliers de machines dont on sait qu'ils sont le principal pôle aujourd'hui de pollution et de gaz à effet de serre dans le numérique, en fait, il y a une autre solution, c'est de dématérialiser au maximum avec du PC dans le cloud. Et on est assez convaincu que ça fait partie des solutions. Alors, plante des graines, on investit sur le long terme. Hein. Le court terme, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce qui va se passer à moyen long terme. Et on plante des graines. On est persuadé, en tout cas, que ces innovations numériques, elles vont permettre d'apporter une pierre importante à l'édifice de la transition environnementale. Alors, il faut aussi qu'on arrive à s'adapter. Ça a été très bien dit, c'est que certes, il faut mieux connaître les données, avoir les bons outils pour arriver à faire face à cette vague. Mais de toute manière, on va se la prendre, cette vague. Donc, il faut aussi qu'on s'adapte et de savoir se dire, face à cette transition environnementale, à ces événements climatiques de plus en plus violents qui vont arriver, comment on s'adapte. Et comment on adapte aussi nos infrastructures de télécom. On a financé massivement les réseaux des collectivités dans les zones rurales. Hein. On a plus d'1 milliard d'euros d'investissement aujourd'hui en portefeuille. Très bien, si demain il y a une grande tempête, qu'est-ce qui se passe? Comment on répond? Et c'est pour ça que on vient de lancer un petit guide à destination des collectivités sur les invitant à considérer des schémas de résilience. C'est pour, de manière apaisée et en amont d'éventuels problèmes, de se poser la question de ok, si demain j'ai une grosse tempête, quelles sont mes parties de réseau les plus vulnérables et comment progressivement, parce que c'est pas du jour au lendemain là non plus, on peut envisager de les sécuriser. Donc voilà, on va lancer une initiative là-dessus. Peut-être un dernier point pour dire et rebondir sur ce qui a été dit, c'est que la conviction, en tout cas personnelle, que j'ai après le plan France Très Débit qu'on a développé tous ensemble depuis plus d'une dizaine d'années, c'est que on réussit quand on mutualise, quand on évite de faire chacun dans notre coin, et quand on trouve les bonnes pratiques des copains et qu'on les reprend et qu'on les généralise dans un cadre un peu coordonné. Qu'on risque, face à ce défi colossal de la transition environnementale, si chacun développe sa petite solution numérique dans son coin, on va s'épuiser et on va pas y arriver.
Et ma conviction profonde, c'est qu'il faut qu'on retrouve ce même élan, cette même dynamique de mutualisation. Alors, ça ne peut pas forcément au niveau national, hein, une mutualisation qui peut se faire au niveau local, mais qui permettra d'éviter qu'on s'épuise dans ce combat qui va être difficile et qui n'est pas gagné. Merci beaucoup Antoine Darrode. Merci pour cette vision du court terme. La vague arrive, on va se la prendre. Et donc on comprend votre intérêt forcené pour le moyen et le long terme. Mais oui, effectivement, ça chauffe. Et merci pour voilà, cet engagement et ces investissements. Et ce rappel qui fera plaisir à beaucoup de gens dans la salle sur les clés de mutualisation, qui est une forme de tradition rurale, si j'ose dire. Nicolas Guérin, autre forme de mutualisation, c'est la mise en commun des points de vue et des expériences des principaux opérateurs de télécom français. Donc aujourd'hui, vous, on va peut-être d'abord vous pointer du doigt, dire que vous consommez de l'électricité. En même temps, les réseaux et les services que vous faites vivre contribuent à permettre à d'autres industries d'être peut-être un peu moins polluantes. Comment vous l'abordez, vous, ce sujet au sein de la FFT ? Déjà, je voulais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur effectivement la transition écologique, la concrétisation de la promesse verte du numérique, elle n'est possible que s'il y a les outils. C'est ce que vous disiez, Monsieur le Président, tout à l'heure. Et de ce point de vue-là, ces outils dont on parle, c'est effectivement ce que disait Antoine, les réseaux de demain, les réseaux de nouvelle génération, qui sont moins en moins de nouvelle génération puisqu'ils sont présents et on les déploie de plus en plus activement. Mais c'est extrêmement effectivement important de rappeler que la France est aussi en pointe sur ces outils de nouvelle génération qui vont lui permettre effectivement d'aborder cette vague qui arrive devant nous et qui est déjà engagée de manière plus facile. Donc, ces réseaux de nouvelle génération, vous les connaissez, on le redit en permanence. Hein, vous savez, le déploiement de la fibre se fait depuis 2010. C'est le plus grand chantier d'infrastructure du pays. Donc, c'est une année l'équivalent de 150 hôpitaux, 900 collèges déployés. C'est 11,3 milliards d'investissements dans les réseaux fixes en 2021. Donc, on est le premier opérateur, on est le premier pays européen en nombre de prises raccordables et raccordées. Donc, l'ARCEP le recensait, hein, 34,4 millions d'abonnés au débit en décembre 2022, dont 34,4 millions d'abonnés au débit en 31 décembre 2022, dont 19 millions THD via la fibre. On a aussi les réseaux mobiles avec le New Deal mobile qui est au rendez-vous. Il a fêté ses 5 ans, vous le savez, le 14 janvier dernier, et les déploiements mobiles ont aussi ont été accélérés énormément depuis 2017. Donc on arrive à une maturité de couverture mobile en France qui est importante, avec 102 000 sur 103 000 sites qui sont passés en 4G, donc qui vont permettre aussi ces consommations optimisées, on y reviendra. On a construit plus de 46 700 sites depuis le début du New Deal et 4200 sites couverture zone blanche ont été identifiés, dont 2500 construits. Donc, on n'oublie pas non plus la 5G qui va aussi permettre des efforts et d'assurer une transition écologique plus efficace. Donc, on a 30 700 sites aujourd'hui qui ont été ouverts commercialement à fin 2022. Et là aussi, on est au premier rang des pays européens en matière de 5G. Donc, ce sont ces investissements continus qui ont été faits par les opérateurs, aussi avec des partenaires, la Caisse, avec les collectivités locales, qui permettent aujourd'hui d'avoir ces outils. On bat d'année en année les records. Hein. J'ai parlé de plus de 11 milliards d'investissements en 2021. On a été à 14,9 milliards 14,6 milliards en 2022 et on continue à investir. Alors, ces outils ne suffisent pas, il faut aussi une volonté. Et ça, je suis là pour le rappeler au nom des opérateurs. Les opérateurs ont la volonté, au-delà de ces investissements, d'aider à la transition numérique, de respecter cette promesse verte. Et pour cela, on a pris des engagements volontaires assez forts. On a signé il y a maintenant plus de 2 ans une charte et on a pris des engagements d'atteindre la neutralité carbone en 2040 sur les scopes 1 et 2, hein, avec 10 ans d'avance sur les accords de Paris. Alors cette charte dont je parle, cette charte en faveur d'un numérique durable qui a été signée en décembre 2021, elle prévoit, c'est très très important, des indicateurs qu'on publie chaque année. Chaque année, on l'a publié la première fois en 2021, on va republier en 2022, on fait un état des réseaux et de ses consommations. Et donc le bilan 2021, il a montré que tous les indicateurs sont positivement en progression. On a par exemple une baisse de 10% du total des émissions de CO2 des réseaux. On a une hausse de 70% de la part de l'électricité renouvelable, vous en parliez tout à l'heure. On a 45% en 2021, donc 70% d'utilisation d'énergie renouvelable plutôt que d'énergie plus polluante. On a une hausse de 11,9% du nombre de portables reconditionnés vendus. Ça, c'est quelque chose aussi qui se développe. Donc, ça représente quand même plus de 330 000 terminaux reconditionnés revendus en 2021. On a une hausse de 55% du nombre de portables collectés. Tout à l'heure, vous verrez la petite boîte qu'on vous propose. Donc, une hausse du nombre de portables collectés.
Et donc là, en fin d'année, on va publier les nouveaux chiffres de cet observatoire qui vont montrer encore là de nouveaux progrès. J'ai donné quelques exemples, mais donc voilà. Donc il y a cette volonté forte de la part des opérateurs, au travers de ces engagements et de cette charte, d'améliorer la situation. Concrètement, parce que là c'est un petit peu théorique, concrètement ça veut dire quoi pour les opérateurs? Comment effectivement on fait du numérique un outil essentiel, indispensable de la transition? Je l'ai dit, les investissements, les outils, la fibre qu'on fait, le passage à la fibre divise par plus de 3 la consommation énergique de l'accès fixe. Par rapport au cuivre qui était Par très rapport au cuivre, énergivore. qui était, par définition, un réseau utilisant l'énergie électrique, alors que la fibre utilise la lumière essentiellement, même s'il y a un peu d'électricité de chaque bout. Et donc, on l'a dit, 34,9 millions de foyers raccordés. Donc, effectivement, on a cette transition du cuivre vers le numérique qui va diminuer la consommation électrique. Une personne en visioconférence, pour vous donner un autre exemple aussi, on l'a vu à l'occasion du Covid, on a pu le tester, le voir en grandeur réelle, ça réduit en moyenne, une personne en visioconférence réduit en moyenne son empreinte carbone de 4 tonnes de CO2. Donc il y a un impact CO2 direct à la visio. 4 tonnes par réunion. Oui. Non, par annuel. Sur l'année. J'adorerais par réunion, mais non, c'est sur l'année. Parce que c'est des réunions très lointaines. Oui, c'est une personne en télétravail un jour par semaine, elle économise 200 kg de CO2. 200 kg de CO2. Donc on travaille sur les usages. La performance énergétique des réseaux mobiles aussi, elle s'améliore énormément. La 5G est 10 fois plus efficace que les technologies précédentes. Et donc on va décommissionner tous les opérateurs, la 2G, la 3G, qui sont des technologies effectivement qui sont trop chronophages et qui consomment trop, qui ont trop d'impact. Donc il faut qu'on les décommissionne au bénéfice de la 4G et de la 5G. Et puis il y a un effet, pour pas être trop long aussi, qu'on essaie de pousser, de revendiquer, vous en avez parlé, c'est le fait que le numérique évidemment est aussi une solution pour les autres secteurs. C'est évidemment un moyen de réduire l'empreinte des autres secteurs. Si on l'applique aux collectivités, vous avez donné des exemples aux entreprises. Très concrètement, le numérique permet de mesurer, d'optimiser la consommation énergétique des bâtiments. Donc, si vous la mesurez, vous la contrôlez, vous la réduisez, vous savez ce que vous faites. On est capable de suivre la qualité de la consommation de l'eau. On l'a montré aussi, notamment en Corse, dans des ports, mais aussi ça peut être l'eau pour l'alimentation. On est capable aussi de faire d'aider à des interventions, des maintenances à distance pour éviter des déplacements. On le fait d'ailleurs dans les réseaux de télécommunications de plus en plus, en utilisant aussi l'intelligence artificielle. On est capable aussi d'aider l'optimisation, la collecte et le recyclage des déchets. Vous en avez parlé tout à l'heure. On est capable enfin, il y a énormément d'exemples de ce type-là qui montrent que les opérateurs peuvent travailler avec les collectivités locales pour leur proposer des solutions qui vont permettre de diminuer l'empreinte. Alors, on est prêt à aussi aller un petit peu plus loin encore et à jouer un rôle alors qui est perçu parfois comme une agression du monde du numérique, mais qui est vraiment une volonté d'essayer sous un mode partenarial, de travailler avec les grands acteurs du numérique qui ne sont pas les opérateurs. Je vise les grandes plateformes, les GAFAM, etc. On se rend compte que la transition énergétique, la réduction de l'empreinte des réseaux et des usages ne peut se faire qu'avec leur aide. On a chaque année une consommation de data qui augmente de 35%. Chaque année, 35%. Chaque année, nous, on est obligé de faire des centaines de millions d'investissements pour faire face à cette augmentation. Et donc, mécaniquement, si on ne fait rien, effectivement, les impacts négatifs des réseaux du numérique vont devenir de plus en plus importants. Donc, on appelle effectivement ces grandes plateformes à discuter avec nous pour trouver des solutions ensemble qui permettent de réduire les consommations. Donc, on propose au sein de la fédération 3 choses. La première proposition, c'est la signature d'une charte de sobriété des transferts de données numériques entre les transporteurs de données et les émetteurs de trafic. Donc, c'est une charte qui pourrait définir des bonnes pratiques de collaboration à mettre en place. La deuxième proposition qu'on fait, qui a une vocation un peu plus large, c'est coopérer avec ces fameux fournisseurs de contenu sur les mécanismes, sur la technique, sur la technologie, de manière effectivement à rendre plus efficace et à réduire cette augmentation de la croissance. Il n'est pas question de censurer les usages, il est question effectivement, à usage constant ou en progression, de réduire l'impact et la consommation de ces usages dans nos réseaux. Et donc on a des discussions, hein, vous avez tous entendu parler du fair share. Donc le fair share, c'est le volet un petit peu agressif, communautaire, qui consiste à dire qu'il faut taxer les GAFAM, les grandes plateformes, pour récupérer cet argent. Mais il y a un volet beaucoup plus partenarial dans cette démarche, qui est aussi de négocier, de discuter, de les amener, s'ils ne veulent pas payer,
en tout cas, s'ils ne veulent pas contribuer à hauteur du coût que représente ce qu'ils injectent dans nos réseaux, en tout cas de réduire ce coût. Et ça, il faut qu'on les amène autour de la table. Donc, c'est la deuxième proposition qu'on peut faire. Et la troisième, c'est travailler ensemble sur cet usage à l'égard de nos consommateurs. Hein. C'est faire en sorte qu'effectivement, on donne conscience à nos clients, à nos consommateurs communs, de ce que quand ils téléchargent 10 fois un film ou quand ils téléchargent 10 films différents sur un temps de trajet qui ne leur permet pas de les regarder, ça consomme des ressources, ça a un impact environnemental. Aujourd'hui, un consommateur est dans la capacité de l'évaluer, donc c'est leur donner les moyens aussi d'évaluer cet impact et de dire consciemment, si je fais ça, j'ai le droit de le faire. Encore une fois, il n'est pas question de censurer. Et si je le fais, je sais ce que ça représente comme impact sur la planète. Vous voyez, donc on est vraiment dans une logique côté opérateur. Continuer, je sais qu'il reste encore beaucoup de choses à faire, de doter la France des outils numériques nécessaires. On a une volonté politique, une volonté de s'engager, c'est la charte qu'on a passée. On a des actions concrètes, effectivement, avec une publication qui permet d'en suivre l'évolution. Et puis, il faut qu'on travaille avec ces grandes plateformes pour, effectivement, améliorer la situation. Merci. Merci Nicolas Guérin. Effectivement, pratique virtuelle peut-être, mais impact réel, c'est certain. Merci à tous les six. Je propose qu'on vous applaudisse. Restez encore un peu avec nous. Merci pour ces éclairages tous différents et c'était la richesse de cette table ronde sur justement, voilà, comment on va aborder pendant 3 jours cette articulation entre ces deux transitions qui sont à l'œuvre sous nos yeux et dont nous sommes, qu'on le veuille ou non, des acteurs. Je vais vous proposer une vidéo de Madame la Ministre Dominique Faure, qui, ne pouvant pas être là, nous passe un petit bonjour. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors malheureusement, je ne peux pas être avec vous cette année, contrairement à l'année dernière, mais comme vous le savez, passionnée de numérique, je tenais néanmoins à vous adresser un message. Alors je souhaite bien sûr vous remercier de m'avoir invité, mais je souhaite surtout vous féliciter et féliciter les organisateurs de Ruralytique. Face aux défis multiples de notre temps, je souhaite rappeler le rôle crucial que jouent nos territoires dans cette réalisation de toutes les transitions. Les collectivités locales sont actrices des transitions écologiques et énergétiques. C'est pourquoi nous devons reconnaître l'impact d'ampleur des stratégies et solutions numériques dans la réussite de nos objectifs. J'ai installé en novembre dernier avec mon collègue Jean-Noël Barrot le Haut Comité au numérique éco-responsable, à travers lequel de nombreux chantiers ont pu être menés collectivement par l'État, les collectivités, les acteurs publics et privés. Ces chantiers visent à la réduction de l'impact environnemental du numérique, mais aussi à son inscription responsable dans tous les champs de la société. L'implication des collectivités territoriales comme gestionnaires de réseaux, d'équipements et de services numériques, mais aussi dans l'exercice de leurs services publics. Tout cela est un levier essentiel de réduction de l'empreinte environnementale du numérique. 4 points que je voudrais développer auprès de vous. D'abord, nous accompagnons les collectivités, nous l'État, dans la réduction de leur empreinte environnementale du numérique et on y arrive ensemble, à vrai dire. L'État accompagne avec ses administrations et opérateurs la mise en œuvre des objectifs de la loi REEN, pour d'une part, accompagner les collectivités de plus de 50 000 habitants à se doter d'une stratégie numérique responsable et d'autre part, permettre une réutilisation simple, efficace et rapide des outils via le site commun numérique. Deuxièmement, une transition numérique durable doit passer par une inscription réussie dans les territoires. La transition numérique des territoires ruraux ne sera durable qu'à condition qu'elle soit inclusive et ancrée territorialement. L'accompagnement à la montée en compétences numériques des citoyens doit être au cœur de nos politiques de transformation numérique, et y compris de nos citoyens dans nos campagnes, dans nos montagnes, dans nos ruralités. Ainsi, l'inclusion numérique a été placée comme priorité du Conseil national de refondation numérique. Nous avons conçu France Numérique Ensemble, la feuille de route qui guidera notre action en matière d'inclusion numérique de 2023 à 2027. Des objectifs ambitieux ont été fixés, 8 millions de citoyens accompagnés, 25 000 lieux de médiation numérique labellisés, 20 000 aidants numériques formés et 2 millions d'équipements informatiques reconditionnés accessibles aux ménages les plus modestes.
Pour atteindre ces objectifs, l'engagement des collectivités territoriales est primordial, notamment celui des communes rurales qui portent déjà près de 20% des postes de conseillers numériques. Le gouvernement a mobilisé près de 140 millions d'euros du plan France Relance pour faire des tiers-lieux de vrais acteurs clés des transitions à relever. Je souhaite ici rappeler l'importance de ces lieux dans la territorialisation et la revitalisation des centres-bourgs par le numérique. Ces lieux sont vecteurs de transition écologique et numérique, mais aussi sociétale. Mais je sais que Ruralytique les met toujours au cœur de toutes vos éditions annuelles pour avoir participé à quelques-unes d'entre elles. J'avais un troisième axe que je voulais évoquer devant vous, c'est notre absolue nécessité d'utiliser le numérique comme levier au service de la transition écologique. L'accélération des déploiements des réseaux à très haut débit ainsi que les dernières avancées technologiques ont permis l'émergence d'usages numériques innovants dans les territoires. Conceptualisés par la notion de territoire connecté et durable, ces usages numériques permettent notamment une meilleure gestion des ressources et des services locaux au service de la transition écologique des territoires. Les nouveaux services locaux, c'est la gestion intelligente de l'eau, c'est la gestion intelligente de l'éclairage ou des déchets. Il est essentiel d'éviter que ces initiatives restent cantonnées aux grandes villes. Elles doivent également exister dans nos villages. Et puis, pour finir, un point qui me semble important, c'est que l'outillage numérique est au service du pilotage et du suivi des projets écologiques locaux. Il est désormais essentiel pour les collectivités, y compris les plus rurales, de s'appuyer sur le numérique pour la mise en œuvre des projets de territoire. C'est pourquoi l'incubateur des territoires accompagne et développe des projets numériques au service des collectivités. Les territoires sont les pionniers de la transition écologique, vous l'avez compris, j'en suis intimement convaincue. Le numérique doit être ainsi un outil rendu possible grâce aux infrastructures que nous déployons pour répondre à tous les enjeux des transitions. Alors je tiens, pour conclure, à vous féliciter à nouveau pour vos travaux et réussites, vous dire que je regrette véritablement de ne pas être parmi vous. Notre objectif, c'est qu'ensemble, nous placions numérique et écologie au centre de tous nos projets de territoire. Je vous remercie, à bientôt. À bientôt, Madame la Ministre. Vous évoquiez effectivement l'incubateur des territoires. Je vais demander rapidement, avant de vous libérer, messieurs, à Sophie Clairet et Philippe Loriot de me rejoindre sur scène. Où sont-ils? Ce sont deux startups d'État. Voilà. Ah, ils s'étaient mis tout en haut. Allez, hop, on accélère. On peut lancer la vidéo, peut-être pour faire un point sur beta.gouv. Voilà, puisque effectivement, un certain nombre de startups d'État venaient vers moi, ont été aujourd'hui mobilisés, et ce sont des compétences souvent à l'intérieur même des services de l'État qui sont mobilisés. Et vous les retrouverez dans le Smart Village, on vous les a présentés tout à l'heure. Il s'agit de base adresse locale et de mon diagnostic artificialisation, puisqu'une partie effectivement des startups de beta.gouv est focalisée sur la transition écologique. Et là, c'est base adresse locale. Sophie. Bonjour, merci pour ce chaleureux accueil. Un message très simple. La donnée adresse, c'est vraiment la donnée de base. Toutes les communes ont forcément des adresses, même si elles n'ont pas référencé et qu'elles ne sont pas remontées dans ce qu'on appelle la base adresse nationale. Le message simple, c'est allez-y. Tous les outils sont là, quelle que soit la taille des communes, pour que les communes fassent remonter. Et c'est cette donnée de base historique, connue de tous, qui est une adresse, donc un numéro, un nom de voie. Vous avez des lieux-dits, vous faites remonter les lieux-dits. Vous avez une langue régionale, vous faites remonter aussi la langue régionale. Donc tous les outils sont là. Si la commune n'est pas outillée et ne sait pas le faire, elle peut trouver un partenaire de la charte qui l'accompagnera, une société, un EPCI, un département. Donc tout est là, n'hésitez pas, et on est là pour vous accompagner. Merci. Et visiblement, on a un petit souci sur la vidéo. Donc, mon diagnostic artificialisation. Oui, dans la loi climat et résilience d'août 2021 a rajouté un certain nombre de définitions sur ce qu'on appelle la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers et sur l'artificialisation des territoires. On parle de sobriété foncière, on parle de gestion économe de l'espace depuis des années, mais
la loi climat et résilience a en particulier mis un certain nombre de définitions sur ces termes. Eh bien, mon diagnostic artificialisation s'appuie sur ces définitions et sur des données nationales existantes ou en cours de production pour permettre à tout un chacun de voir l'évolution de l'urbanisation de son territoire et de se projeter dans l'avenir en respectant les attendus de la loi. Le but, évidemment, c'est que collectivités, services de l'État, bureaux d'études partent sur un discours commun, sur des chiffres communs, pour fonder un discours politique et intelligent sur l'urbanisme, plutôt que de se battre sur des chiffres. Et c'est à ça que sert mon diagnostic artificialisation. Merci. Comment on vous trouve l'un et l'autre? Comment on rentre en contact avec vous? Sur le stand, bien sûr, à Ruralytique. Oui. Alors, sur le stand, vous verrez qu'on a chacun un kakémono, on partage un stand. Et sur ces kakémonos, il y a un QR code. Donc, ce QR code renvoie directement vers nos plateformes. Mais sinon, bah, toi, c'est mon adresse. Adresse datagouv.fr. Voilà, et nous, c'est donc mon diagnostic artificialisation. Avant, ça s'appelait Sparte, comme les Spartiates. Vous le trouverez encore sous les deux appellations en cherchant dans Google, sachant que c'est des .gouv.fr. On n'est pas encore des sites en .gouv.fr, on est en beta.gouv.fr, mais ça ne saurait tarder. Voilà, donc 2 outils pour les collectivités, la base adresse locale qui vous garantit effectivement de bien apporter le bon service au bon endroit, notamment le service du très haut débit, et puis mon diagnostic artificialisation pour savoir exactement où vous en êtes de vos capacités d'artificialiser ou non votre territoire dans le cadre de la loi. Merci à tous les 6, à tous les 2, on vous applaudit avant d'embrayer sur la séquence suivante.